Conférence de notre cycle Aux armes qui parle de la guerre dans l'Antiquité et organisée grâce au soutien notamment du FSDIE. On accueille ce soir Aurélien Landon qui est donc doctorant à l'Université de Strasbourg, et juste avant de vous le présenter, je vais vous représenter rapidement ce qu'on fait dans l'association. Donc Sorbonne Antique, comme son nom l'indique, est une association de Sorbonne Université qui cherche à parler de l'Antiquité, à faire connaître cette période, que ce soit aux étudiants, on va dire en histoire, histoire de l'art, etc., ou à simplement tout passionné d'histoire et d'archéologie. Donc on organise des conférences, des visites, des petits voyages, des expositions photos, etc. Pour ceux qui sont à la Sorbonne, le 25 mars, par exemple, on lance cette année une journée de l'Antiquité. Donc il y aura quelques événements sur les campus. Voilà, donc la conférence de ce soir se portera sur commander l'armée romaine par un spécialiste du sujet, puisque Monsieur Landon, en début de spécialiste du sujet, on va dire, et donc en thèse à Strasbourg, avec notamment une allocation du ministère des Armées. Il travaille sous la direction de Michel Hume sur les commandants de l'armée romaine de la seconde moitié du IVe siècle à la fin du 1er siècle avant notre ère, avec une approche prosopographique. Et avant ça, donc, il a fait une grosse partie de ses études à Strasbourg. Il est aussi certifié d'histoire géo et donc il a enseigné quelques années. Donc on le remercie chaleureusement d'être là ce soir, d'avoir fait le trajet depuis Strasbourg, et je vous laisse la parole. Je vous remercie. Merci d'abord à l'association Sorbonne Antique et puis à ceux qui ont collaboré pour que tout ça se mette en place. Donc, la conférence de ce soir est tirée un petit peu de mes recherches de ma thèse. Commander l'armée romaine et surtout sur l'étude des commandants de l'armée républicaine. Généralement, quand on parle de commandant, c'est un terme qui paraît un peu flou, c'est comme le terme de général qu'on retrouve dans des écrits un petit peu plus anciens. Vous allez souvent avoir tendance à imaginer César et des gens particulièrement doués, particulièrement compétents. Il y a une idéalisation des commandants sur laquelle on revient de plus en plus aujourd'hui. Mes prédécesseurs à cette place avaient beaucoup commencé par du Astérix. Moi, je commence par une autre BD, c'est à César, où on a un légat qui est en train d'expliquer à César que pour la bataille, ils vont mettre les troupes en tortue. Et César qui découvre que c'est franchement bien fait, l'expression tortue, parce que ça fait comme une tortue quand les troupes se mettent. Il faut dépasser cette idéalisation des commandants, et on va peut-être un petit peu revenir dessus durant cette heure. Quand on parle d'histoire romaine, quand on parle un petit peu d'institutions, puisqu'on va un petit peu aborder quand même les institutions, une personne se démarque par-dessus tout. C'est un petit peu le père pour tous les romanistes, c'est Théodore Mommsen. Théodore Mommsen, concernant cette approche du commandement et cette pratique du commandement, il nous explique dans son droit public romain, à la fin du XIXe siècle, il nous explique que l'impérium n'est jamais attribué aux officiers qui ne sont pas magistrats, mais aux magistrats qui ont le droit d'exercer le commandement. Et ce n'est pas tous. Ce qui est intéressant, c'est sa seconde phrase. Ce dont nous devons traiter ici, ce n'est pas du commandement militaire qui est attaché en principe à la puissance suprême, mais du commandement militaire effectif. Ce qui va nous intéresser ce soir, c'est cet aspect de commandement militaire effectif. Le commandement militaire de principe, c'est vous êtes magistrat, vous êtes pro-magistrat, vous détenez l'imperium, cette autorité de commander. Par contre, tous ne vont pas la mettre en application. Et pour les distinguer, Théodore Mommsen explique qu'il y a 7 attributions du commandement militaire. Premier, être capable de lever une armée. Deuxième, nommer des officiers, les révoquer. Troisième, le droit de faire de la guerre, mais pas de la déclarer, c'est que le Sénat qui le déclare. Il la déclare. Le droit de conclure des traités, la capacité à pouvoir avoir une administration pour encadrer son action, la capacité à rendre la justice, etc., etc. Le point de rupture de ma thèse par rapport à tout ça, c'est de revenir sur cette notion et sur cette problématique de commandement militaire effectif. Et j'approche la chose avec une vision plutôt anthropologique, c'est-à-dire que c'est la mise en application qui va nous intéresser. Et ce soir, c'est pas tant l'aspect de principe. L'aspect institutionnel a été déjà traité très largement par l'historiographie, qui s'est beaucoup focalisée sur les institutions, sur ce que c'est, qui sont globalement, mais sans rentrer dans le détail sur les personnes. Alors je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça induit ce commandement, au-delà de l'imperium, de qu'est-ce que c'est, de à quoi ça correspond, quels sont les pouvoirs, surtout qu'est-ce que ça engendre derrière sur les hommes et sur les partis. Jusqu'à présent, l'historiographie actuelle, pour ceux qui s'étaient vraiment concentrés sur ce commandement, c'est une historiographie qui était avant tout centrée
sur l'aspect institutionnel, très déconnecté d'histoire militaire. On essayait d'évacuer autant que possible parfois l'histoire militaire par peur de tomber dans l'histoire bataille. Et il y a une utilisation aussi trop peu fréquente des études sur le commandement postérieur. Qu'est-ce que c'est commandé au Moyen-Âge? Qu'est-ce que c'est commandé plus récemment? Alors qu'il y a quand même des questions de continuité. Pour ce soir, la période qui va nous occuper, vous l'avez sous les yeux, c'est une période qui est à partir de la seconde moitié du IVe siècle, où on a ce personnage qui nous est représenté, qui va correspondre pratiquement à toute l'époque républicaine. Ce personnage, ce légionnaire, est issu d'une armée de citoyens soldats. On est à une époque où est mise en place l'armée manipulaire, c'est une division de l'armée romaine. Cette division, elle repose sur un système censitaire qui a été mis en place par Appius Claudius Caecus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une conscription annuelle, c'est-à-dire que chaque année, vous renouvelez votre armée, vous venez, vous récupérez votre armée, ensuite vous revenez pour la démobiliser, etc. Au sein de levée, il y a un rythme sacral de la guerre, rythme saisonnier de cette guerre. Cette seconde moitié du IVe siècle est particulièrement intéressante pour nous, on y reviendra dessus, puisque c'est aussi l'apparition des premières pro-magistratures. Et c'est dans ces premières pro-magistratures qu'on va identifier une partie de nos commandants. La communication de ce soir va se terminer aux alentours du 1er siècle avant notre ère, où l'armée est complètement transformée. On a une armée avec un recrutement élargi, on a la présence de volontaires, plus seulement de conscrits, on a des armées qui sont quasi professionnelles, des gens qui sont restés militaires sur l'ensemble de certaines campagnes. Ce ne sont pas des militaires professionnels comme on va en trouver sous l'Empire, mais qui sont quasi professionnels. Pour vous prendre une armée de la fin de la République, celle de César, qui est l'armée par excellence la plus connue, on a des légionnaires qui ont fait du début à la fin de la guerre des Gaules. En parallèle de ça, on va avoir des commandements qu'on qualifiera d'extraordinaires. Non pas extraordinaires, beaux, incroyables et autres, mais extraordinaires comme sortant de l'ordinaire, sortant de la norme. Et c'est là-dessus que se terminera un petit peu notre période d'analyse. Au niveau de ce que c'est commander l'armée romaine, c'est une recherche de solutions en permanence. Je vous ai mis et puis réadapté une infographie qu'on trouvait dans l'infographie de la Rome antique, qui a été créée par John Child et Aguilar. Si on regarde un petit peu tout, on constate une chose, les effectifs vont augmenter sur notre période. On va se situer aux alentours d'ici quand on va commencer, on va terminer juste au niveau de 40-50 avant notre ère. On va avoir une augmentation des effectifs, on a une armée qui se transforme complètement, on passe des 4 légions qui sont levées chaque année à plus d'une 60aine de légions à la fin. Alors ces légions ne sont pas pleines et entières durant les guerres civiles, mais il y a une 60aine de légions qui sont levées. Auguste réduira tout ça naturellement. En parallèle de ça, autre point important et que j'ai ajouté dessus, on a une transformation du commandement. Je voulais ajouter au travers de flèches juste en dessous. On va revenir sur cette périodisation, mais ce qu'on constate, c'est que les principaux détenteurs du commandement vont plus être les mêmes au fur et à mesure que le temps passe. Dans les débuts de la République et jusqu'en 343, on peut estimer quand même très largement que les principaux détenteurs de commandement, ce sont les consuls. À partir des premières prorogations, on a déjà quelque chose qui va commencer à se mêler avec ces institutions plus traditionnelles, sans forcément les faire disparaître. Petit à petit, on va avoir des transformations qui vont se mettre en place. Donc, la période qu'on va couvrir ce soir, c'est une période qui va couvrir 3 siècles, mais c'est une période où on va passer d'une armée qui est l'équivalent d'une armée pour une cité-État à une armée quand même qui est censée contrôler le pourtour méditerranéen. Commençons par ce nouveau contexte du milieu du IVe siècle. Ce que je vous ai mis sous les yeux, c'est un denier de la fin de la République qui représente tant une situation du début de la République. Il représente Lucius Junius Brutus avec de licteurs. À ce moment-là, Lucius Junius Brutus est consul. Il illustre assez bien le fonctionnement qu'on retrouve depuis le début de la République. On a 2 consuls présents qui chacun lève 2 légions. Ils nomment leurs officiers, les révoquent si besoin. On a un système qui correspond encore à celui d'une cité-État qui combat pour sa région. C'est pour la conquête du Latium. Cette construction, cette région qui est en train d'être unifiée, est encore au stade d'une armée qui vient tout juste de sortir d'un système hoplitique,
qui commence à connaître le système manipulaire. Ce qui fait qu'il commence à sortir du système hoplitique et connaître le système manipulaire, c'est tout simplement le fait qu'il combatte les Samnites. Pas uniquement, mais ça y joue beaucoup. Une situation nouvelle va se créer. Cette situation nouvelle, elle est illustrée sous vos yeux par cet extrait de Tite-Live. On est en 327. On est en 327, un consul, pour le coup, qui s'appelle Quintus Publius Philo, est en train de mener des opérations. Il est dans une position favorable entre Paléopolis et Néapolis. Traduction, la zone de Naples. Il est dans une position favorable, il est en train de mener un siège, et là, l'année de sa magistrature se termine. Théoriquement, il est censé rentrer à Rome, lever le siège complètement et démobiliser toutes ses troupes. Le siège aura servi à rien, parce que les troupes auront été démobilisées, la ville ne s'est pas rendue. Il demande au Sénat qu'est-ce qu'il doit faire. Et le Sénat, c'est ce qui est mis à la fin. Le Sénat va le nommer proconsul jusqu'à l'achèvement de la guerre contre les Grecs, donc contre Paléopolis. Il y a une rupture assez nette qui se crée à la faveur des guerres samnites, et surtout de la deuxième guerre samnite. Tite-Live la soulève assez bien dans cet extrait. On décerna le triomphe à Publius. On a compris que le siège avait dû dompter l'ennemi et l'amener à se rendre. Cet homme, reçut le premier deux faveurs singulières. Première faveur singulière, il a le droit de continuer au-delà de son mandat. On l'a prorogé, c'est la prorogation. Il a une prorogation de son commandement. Et autre fait particulier, on lui proroge son commandement, mais en plus, il a le droit de triompher alors qu'il n'est plus le magistrat. Deux faits qui changent par rapport aux habitudes. La deuxième guerre samnite va commencer à apporter des changements assez importants sur la structure du commandement. Ce qui était une exception avec Publius Philo va créer d'autres précédents, va créer d'autres exceptions. Et c'est là où on va pouvoir se poser la question, est-ce que ces commandants qui commencent à exister un peu partout, est-ce qu'ils sont des exceptions ou ils deviennent progressivement une norme ? Commander les armées romaines jusqu'à présent, c'était dévolu au consul. Pourtant, on en a qui vont mener des opérations et qui vont continuer leurs opérations en restant en commandement, devenant proconsul. C'est surtout à la faveur des guerres samnites. On le voit avec le fait qu'ils sont très souvent proconsul Samnium ou Etruria pour les opérations. Alors, il y a plusieurs choses à voir. Ces exceptions, elles vont être pour la gestion des crises qu'on a avec les Samnites, ça va être pour pouvoir également permettre le triomphe qu'on est prorogé, mais surtout c'est pas n'importe qui est prorogé. Première chose parmi les personnes qui sont prorogées, on va retrouver Quintus Publius Philo. Quintus Publius Philo, il est prorogé donc en 327, mais le Sénat en le prorogeant, Quintus Publius Philo, c'est pas un inconnu. C'est quelqu'un sur qui ils fondent une certaine confiance. Il a déjà mené des opérations. Il est quelqu'un de relativement connu. Il a déjà été dictateur, il a été consul, il a été préteur, maître de cavalerie, et il a même déjà triomphé une fois. Donc c'est pas un inconnu. Après cette prise de Paléopolis, il va être nommé consul 2 fois, ce qui montre qu'il a été une exception un temps, mais ça a été pour quelque chose de positif. Fabius Rullianus, qu'on voit, Quintus Fabius Maximus Rullianus, qu'on voit à plusieurs reprises, même s'il y a à un moment donné un débat, c'est pas n'importe qui. Avant sa première prorogation, il a été 2 fois maître de cavalerie, c'est-à-dire second d'un dictateur. Il a été 2 fois consul, il a même été 2 fois lui-même dictateur, il a triomphé. Pareil, c'est pas un inconnu à qui on redonne ce commandement, à qui on prolonge le commandement. Publius Decius Mus appartient à une famille relativement connue. Publius Decius Mus a été 2 fois consul. Il a été 1 fois légat militaire. Un légat, c'est une forme on traduit maladroitement par lieutenant, c'est quelqu'un qui reçoit une partie du commandement à titre exceptionnel et autres. Généralement, il gère une partie des troupes sur le champ de bataille, petit à petit, ils vont avoir de plus en plus de pouvoir. Mais en tout cas, il a été légat, il a été maître de cavalerie et il a triomphé. Pareil, c'est pas un inconnu du tout. Alors, petite chose concernant ce Publius Decius Mus, il appartient à une famille assez particulière et assez intéressante pour le commandant, puisque sa lignée va disparaître assez vite. Son père a suivi le même schéma que lui va suivre. Il va pratiquer ce qu'on appelle une dévotio. Quand la bataille est perdue, le commandant fait une prière, c'est très ritualisé, et fonce dedans.
fonce dans le tas, va se sacrifier, tout ça. Il s'en sort pas, naturellement. Le père est mort de cette façon-là. L'année suivante, Publius Decius Mus mourra. Le but de cette dévotion, de ce sacrifice, c'est de prendre les dieux à témoin et de permettre la victoire. En l'occurrence, ce sera la bataille de Sentinum, et ça permettra la victoire. Il nous reste juste Quintus Fabius Maximus Gurges à un petit peu expliquer. Lui, qu'est-ce qu'il a été avant d'être prorogé, puisqu'il était consul, il est prorogé proconsul? Eh bien, il a été strictement rien du tout. C'est un peu une exception, mais c'est une exception qu'il ne faut pas voir toute seule. En fait, il est le fils d'un des consuls qui a été prorogé plusieurs fois, en l'occurrence Fabius Maximus Rullianus. Donc même celui qu'on pourrait dire sortant de la masse parce qu'ayant pas exercé particulièrement de commandement, eh ben en fait il appartient à une famille sur qui on mise beaucoup, qui a déjà fait ses preuves. À la lumière de tout ça, à la lumière de ce début de cette fin de 4e siècle, de ce début de 3e siècle, on a donc des exceptions qui se multiplient. En plus de ces consuls qu'il y avait, on commence à avoir de plus en plus de pro-magistrats. Si on regarde un petit peu la chronologie, il a quand même fallu plusieurs décennies avant de retrouver un pro-magistrat. Cette exception va devenir petit à petit une forme de norme, une forme de règle. Et ce qui va pousser particulièrement tout ça, c'est la rupture des guerres puniques. Cette rupture des guerres puniques, elle est particulièrement connue pour tout ce qu'on en connaît au niveau d'Hannibal et autres, mais elle est connue puisqu'elle marque un tournant dans l'armée romaine sur plusieurs principes, plusieurs systèmes. La personne que vous avez là a parlé de cette question des prorogations. Il s'agit de Machiavel, et Machiavel qui analyse dans son discours sur la première décade de Tite-Live, analyse la prorogation. Pour lui, si on considère bien le gouvernement de la République romaine, on y découvrira deux causes de la fin de cette République. L'une était les controverses nées des lois agraires, traduction à chaque fois qu'on fait des lois agraires, ça part dans tous les sens, et l'autre, la prorogation du impérium. Traduction en d'autres termes, à partir de 327, les Romains ouvrent une boîte de Pandore pour Machiavel, et cette boîte de Pandore ne se refermera pas. On a vu les exceptions juste avant, et les guerres puniques vont accélérer tout ça. Les guerres puniques marquent une rupture. Pourquoi est-ce qu'elles marquent une rupture? Première chose, elles marquent une rupture lors de la première guerre punique pour 3 raisons, on va dire. Il y a une rupture de distance. Les campagnes se font hors d'Italie, ce qui apportera d'ailleurs les premières provinces à Rome. Autre chose, il y a une rupture au niveau du temps. Quand vous êtes en dehors de l'Italie, il est difficile de faire des allers-retours pour aller démobiliser vos armées tout le temps, pour aller remobiliser et autres. Si vous prenez la moitié de la Sicile, que vous devez démobiliser, c'est-à-dire enlever toutes vos troupes de Sicile pour en remettre des fraîches, etc., bah vous perdez le terrain. En fait, en face, ils vont rester et s'installer. Et il y a une troisième rupture qui est induite par cette première guerre punique. Cette troisième rupture, c'est la question du commandement sur les mers. Il y a eu un débat sur est-ce que Rome possédait une marine avant ces guerres puniques. Ce qui est certain, c'est que à partir de la première guerre punique, Rome va posséder une marine militaire, du moins ce qu'il en apparaîtrait comme militaire. C'est un changement particulièrement important. Avant ça, Rome n'a pas besoin particulièrement de se battre sur les mers. Ça, c'est les ruptures qui sont induites par cette première guerre punique. La deuxième guerre punique induit d'autres ruptures pour le commandement. La deuxième guerre punique, c'est celle que tout le monde connaît, celle avec Hannibal, c'est ces éléphants qui passent à travers les Alpes, etc. Rome au bord du chaos et autres. Il faut quand même expliquer que pour le commandement, c'est une série de défaites qui sont assez traumatisantes, qui vont quand même s'enchaîner. On va avoir la Trébie, on va avoir Trasimène, on va avoir Cannes qui vont s'enchaîner. Des défaites qui sont particulièrement violentes, particulièrement importantes. C'est également une rupture pour le commandement, puisqu'on a des personnes qui vont être habilitées, qui vont recevoir un commandement et qui vont outrepasser quelque part ce mandat. C'est le cas de Scipion l'Africain qui va se lancer quelque part à la chasse derrière Hannibal, pour simplifier. À côté de ça, on a également des prorogations qui sont plus systématiques. Après la bataille de Cannes, on est obligé de prolonger tout le monde. Ça a été tellement désastreux, il y a eu tellement de morts, ça a été tellement compliqué. Je vous rappelle qu'on a plus de 80 sénateurs morts, qu'on a des milliers de morts en termes de soldats. Après cette bataille-là, on prolonge le commandement de tout le monde.
Il y a une rupture qui se fait aussi dans la position que va adopter le commandant. La rupture se fait notamment avec Scipion l'Africain, qui va avoir une posture assez particulière. Il se démarque des soldats classiques. Alors, la phrase est rapportée par Frontin. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Difficile d'établir. Ce qui est certain, c'est qu'on a une distinction qui est mise dans la bouche de Scipion l'Africain. Cette distinction, c'est « je suis là pour diriger, je ne suis pas un simple combattant ». Et d'ailleurs, il se différencie, il n'est pas un guerrier tout court. Cette question de différenciation et de personnages qui se démarquent va être importante. Par ailleurs, dernier changement qui va être apporté par la Seconde Guerre punique, parmi ces changements un petit peu importants, ça va être la création aussi des premières cohortes en Hispanie. La cohorte, c'est un élément qui va s'insérer entre la légion et le manipule pour pouvoir mieux gérer une partie des hommes, pour pouvoir mieux fonctionner, mieux commander en termes de logistique. Parfois, vous n'avez pas besoin de toute une légion pour garder une zone, vous avez juste mobiliser une cohorte sur un espace et autres. C'est un autre exemple de cette rupture qu'apporte cette deuxième guerre punique. Donc les guerres puniques sont un tournant assez important. On a les commandants traditionnels, on a des consuls qui continuent de diriger, seulement on a des débuts de privati ou imperiaux, c'est-à-dire des personnes où il n'y a pas de magistrature particulière attachée, qui se retrouvent avec un imperium. Vous avez des pro-magistrats également. Le but, répondre à une urgence quand même de la situation, puisque Rome n'est pas loin d'être envahie quand même à un moment donné. Il vient juste après ça, on pourrait se dire que ça pourrait se calmer. Et en fait, tout le IIe siècle montre que cette ouverture vers les commandants ne va pas se calmer. C'est le moment où on a la grosse expansion de Rome qui se met en place. Vous avez une expansion sur le IIe siècle qui se fait quand même de l'Espagne, la Lusitanie même, donc le Portugal actuel, jusque l'Asie mineure. On monte la vallée du Rhône, on descend jusqu'à la Libye. Cette expansion qui se met en place va se faire sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. On a des conflits qui parfois se règlent assez vite, on a d'autres qui vont être beaucoup plus complexes. Le siège de Numance, qui dure une vingtaine d'années, est beaucoup plus complexe que les opérations qu'on pourrait retrouver parfois en Ligurie. Ce qui est certain aussi avec ces nouvelles guerres qui apparaissent, c'est que pour les commandants, il n'y a pas de règles systématiques à appliquer. Vous avez une grande variété des ennemis et des ennemis qui affrontent Rome. Au final, entre des Celtibères, des phalanges macédoniennes, des armées de mercenaires qui étaient mobilisées par les Puniques, vous avez des grandes différences qui se mettent en place. Néanmoins, on va avoir des pro-magistrats qui vont mener des guerres de plus en plus nombreuses. Alors, on va avoir les guerres de Macédoine, on va avoir la conquête de la Cisalpine, je vous en ai mis quelques-unes, on va avoir plusieurs guerres en Hispanie, on va avoir la guerre romano-spartiate, celle contre Antiochus, etc., etc. Ce qui est sûr, c'est que c'est la grande période où nos pro-magistrats se mettent à faire des guerres un peu partout. On a une multiplication des provinces, on a une multiplication des pro-magistrats. Certains sont très connus, certains personnages qui vont exercer des fonctions vont être particulièrement connus par la suite. D'autres vont être plus confidentiels. Ce qui est certain, c'est qu'avec la multiplication des pro-magistratures, on va aussi avoir la multiplication des fraudes au triomphe et la multiplication des relations tendues entre le Sénat et ses commandants. Je vous rappelle que c'est le Sénat qui déclare la guerre, et pourtant on va avoir des pro-magistrats qui, dans ce IIe siècle, vont déclarer spontanément des guerres en disant « oui, mais c'est parce qu'il a commencé à menacer les intérêts de Rome ». Or, quand on commence à creuser l'affaire qui nous est relayée par une autre source et autres, on constate qu'en fait, il a commencé à raider sur la zone qui n'était pas conquise, ce qui a énervé les tribus, qui ont ensuite déferlé sur les zones qui appartiennent à Rome. Et puis, oups, je défends mon territoire, j'ai le droit au triomphe. On en a même certains qui arrivent à Rome, proclament, j'ai le droit à un triomphe. On n'a aucune opération militaire qui est mentionnée, le Sénat n'est au courant de rien. Le renvoie et commence à vouloir négocier un possible triomphe qui lui sera quand même refusé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce IIe siècle, et même le IIIe, c'est une période de bouleversement. Ces magistratures vont être de plus en plus nombreuses et vont poser des problèmes pour le Sénat et pour le contrôle de ses commandants. Le 1er siècle, par contre, c'est là où définitivement
on a toutes les structures qui se superposent. Vous avez des pro-magistrats, vous avez vos structures habituelles qui continuent de fonctionner, et vous avez des commandements extraordinaires qui commencent à exister. Ces commandements extraordinaires, le terme extraordinaire est à récupérer chez Velleius Paterculus, qui utilise le terme d'extraordinaire pour les pouvoirs qui seraient attribués à Pompée. Ces pouvoirs qui sont attribués à Pompée, c'est les pouvoirs qui va concerner la Lex Gabinia. Ces pouvoirs sont résumés par Velleius Paterculus. Ça plaçait presque toute la terre sous l'empire d'un homme. La même décision avait été prise 2 ans auparavant, pendant la préture de Marcus Antonius. Marcus Antonius, c'est pas le Marc-Antoine que vous connaissez, c'est son père, Marcus Antonius Criticus, qui aura un destin assez funeste, puisque lui aussi va recevoir des pouvoirs pour lutter contre la piraterie sur toute la Méditerranée. Et au moment où il déclenche sa campagne, ça se passe pas top. Alors il commence à partir sur une zone, puis ensuite il va se rabattre sur la Crète, et puis dès qu'il va arriver en Crète, en fait, il va manger une pâtée incroyable, et il va rester à la postérité très peu de choses de lui, à part ce surnom de Criticus, qui n'est pas très amélioratif. Que retenir? Qu'est-ce qu'un commandement extraordinaire? 3 critères importants. L'attribution d'un commandement sur plusieurs années. Jusqu'à présent, on avait des pro-magistrats qui revenaient à Rome, étaient renouvelés et autres. Cependant, les commandements extraordinaires se différencient totalement. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes qui, dès le début de leur nomination, on leur dit « vous êtes nommé pour 5 ans ». Exception assez importante, qui pose un problème pour notre 3e condition. Normalement, les charges sont annuelles. Que vous soyez pro-magistrat 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, sur la même province, c'est une chose. Mais vous devez revenir à Rome pour être renommé pro-magistrat sur ces provinces. Et chaque année. À côté de ça, les pouvoirs du commandement sont sans précédent. Sans précédent pour plusieurs raisons. Ça peut être sans précédent parce que plusieurs provinces, voire pas de province du tout, et puis on lui donne un mandat étendu. On a 5 grands profils, on va dire, quand même, de commandement extraordinaire. Alors les 2 premiers sont un peu discutables en tant que commandement extraordinaire. On va les mettre un peu de côté, mais Marius, en tout premier, lui, il est multiples fois consul, parfois sur des années consécutives. Normalement, il est censé y avoir une règle dans la République qui dit que vous devez attendre un certain temps. Sylla aura une dictature assez particulière. Les commandements extraordinaires les plus connus, c'est celle du premier, entre gros guillemets, triumvirat. On commence avec le premier que nous pouvons retrouver, Pompée, Cneius Pompeius Magnus, qui en 67 dispose de la Lex Gabinia pour répondre aux problèmes sur les pirates. Il dispose de 3 ans, on lui nomme 15 légats, c'est-à-dire 15, on va dire, lieutenants, 15 commandants secondaires. Il a un impérium qui englobe toute la Méditerranée, tout ce qu'il y a sur l'eau, c'est son commandement, et 50 000 à l'intérieur des terres, depuis ses côtes. Le bilan est plutôt positif, il saisit 800 navires, il aurait mis à mort plus de 10 000 pirates, mais ce qui est certain, c'est que c'est un commandement sans précédent. Il n'est pas attaché à une province, il n'est pas attaché à une magistrature particulière. On va créer ex nihilo le proconsul de Méditerranée. Cette Lex Gabinia, ce n'est pas le seul commandement extraordinaire dont bénéficiera Pompée. En 57, pour s'assurer de l'approvisionnement en grains de Rome, il va être mis à la tête de la Cura Nonae. Avant de passer sur son dernier commandement extraordinaire, on va quand même remonter un petit peu en 59. En 59, un de nos triumvirs, entre guillemets, reçoit également un commandement extraordinaire. C'est César qui reçoit le commandement sur la Gaule. Enfin, sur les Gaules, Gallia Cisalpina, Transalpina et Illyricum. En 55, une année assez particulière qui voit pour nos 3 triumvirs l'attribution d'un commandement extraordinaire pour chacun. Pompée reçoit l'Hispanie pour 5 ans. Il n'ira même pas, il enverra juste des légats faire à sa place le boulot. Crassus reçoit la Syrie avec l'idée de s'enrichir. Malheureusement, il va tomber face aux Parthes et mourra en 53. Et César est renouvelé également dans ses fonctions. Il est renouvelé par les 2 consuls de l'époque, on les remercie particulièrement, les 2 consuls de l'époque, Pompée et Crassus. Les accords étant les accords, ils restaient quand même très proches les uns des autres. Ce qui est certain, c'est que ces commandements extraordinaires vont précipiter progressivement
la République vers sa fin. En parallèle de ce premier siècle, on a les imperatores, ces généraux particulièrement connus, très victorieux et autres. Je vous ai dit, il y a un maintien des structures classiques. On a encore des consuls qui vont se battre, on a encore des pro-magistrats qui vont se battre. Mais il y a aussi une petite révolution qui apparaît discrètement. C'est la montée en puissance des légats. Les légats sont de plus en plus utilisés. Le légat a plusieurs avantages. Avantage d'un légat, c'est quelqu'un qui est soumis à votre autorité. Vous êtes un commandant, vous déléguez une partie de votre autorité à un légat. Il va mener la bataille pour vous. Qui remporte les lauriers à la fin, c'est vous. C'est pas le légat. Le légat, c'est une partie de vous, si vous voulez, en quelque sorte. Vous déléguez quelque chose. Ce qui nous amène à réfléchir un petit peu ce que c'est commander sur le terrain. Qu'est-ce que c'est commander l'armée romaine sur le terrain? Déjà, quels sont les attendus et qu'est-ce qu'on attend comme éducation pour les personnes qui vont diriger l'armée romaine? Un bon soutien pour tout ça, c'est Cicéron. Cicéron, lorsqu'il écrit pour soutenir Pompée pour la Lex Maniliae, Cicéron écrit, à mon avis, en effet, un grand général, donc summus imperator, pas n'importe qui, doit réunir en lui ces 4 points. La science militaire, le mérite personnel, le prestige et la felicitas, qui traduit par bonheur, qui c'est une traduction un peu malheureuse. Dans son Profonteio, il va ajouter concernant ces personnes qui dirigent, il faut que ce soit des hommes infatigables aux travaux de la guerre, vaillants dans les périls, versés dans la pratique et dans la science militaire, avisés dans les entreprises, prudents dans ses desseins. On va retrouver un petit peu ces idées quand même de virtus, de scientia rei militaris, doctoritas et de felicitas. En revenant sur le texte en faveur de Pompée, Cicéron dira qu'il est d'autres qualités pour un général: l'application des affaires, le courage dans les périls, l'activité dans les entreprises, la promptitude à l'exécution, la sagesse dans les prévisions. Il y a d'autres choses qu'on pourrait ajouter. Il y a la question de l'honneur, le nos qui est particulièrement important. Ce qui est certain, c'est que votre commandant doit avoir une série de traits qui le distinguent particulièrement. Ces 4 premiers traits qui sont mis en avant par Cicéron ont une importance particulière. La virtus, au final, c'est qu'on attend qu'il se distingue particulièrement sur le champ de bataille. C'est la virtus qui vous apporte 1. La gloria, la gloire militaire, et 2. Les louanges, la laus. C'est la vertu la plus importante d'ailleurs pour les Romains, cette virtus, et qui est particulièrement plébiscitée et recherchée par la noblesse. Vous ne faites pas preuve de courage, vous ne vous distinguez pas sur le champ de bataille, vous ne méritez pas plus que ça de triompher. Vous êtes trop réservé, vous êtes trop timide dans la bataille, vous faites preuve de trop de prudence, ça va être décrié. Vous faites preuve de prudence, c'est bien, mais trop de prudence, c'est mal. À côté de ça, l'auctoritas, qui est mentionné, qui est traduit un peu maladroitement sous forme de prestige, l'auctoritas, c'est ce qu'on attend de lui, c'est l'attente qu'il sache diriger, qu'il sache inspirer. Robert Combes marquait en 1966 dessus: l'auctoritas est fondée sur la conviction que celui qui est pourvu de cette auctoritas possède des capacités qui le rendent digne de la soumission de ses soldats et de leur confiance. Elle suppose l'approbation et l'adhésion volontaire de ceux sur lesquels elle s'exerce. Vous avez un commandant, mais le commandant ne dirige pas tout seul. Il a l'accord de ses soldats. On reviendra dessus, puisqu'il y aura quelques petites situations comme ça où cet accord visiblement disparaît. La felicitas, qui est traduite par le bonheur, c'est une traduction un peu complexe, mais la felicitas, depuis Sylla qui est dit Félix, la felicitas, c'est avoir le soutien des dieux. C'est pas une question d'être content, d'être joyeux, c'est avoir le soutien des dieux, c'est que les dieux sont derrière vous. Je vous rappelle que si les dieux ne sont pas derrière vous, vous risquez la défaite. Si vos poulets sacrés ne mangent pas et on vous dit il ne faut pas aller vous battre, vous allez vous battre, vous perdez. C'est de la faute de quoi? C'est de votre faute, vous n'avez pas écouté ce qu'ont dit les dieux. Vous n'avez pas pris les auspices avant de partir à la bataille, vous êtes battus, c'est de votre faute exclusivement. Vous n'avez pas écouté les dieux. Les dieux, ils ont dit, c'est pas bataille aujourd'hui, donc on ne va pas mener la bataille aujourd'hui. Pour la science militaire, c'était un peu plus compliqué à voir. Qu'est-ce que ça va définir comme science militaire? Est-ce que c'est un cursus particulier? Est-ce que vous devez avoir une éducation particulière? Cicéron nous aide à savoir un petit peu plus ce qu'il entend dans son Profonteio. Il explique que la science militaire, elle s'exerce non par les livres, mais par l'action et par les victoires.
Il poursuit dans le texte concernant Pompée, il explique que cette science militaire est non par les préceptes d'autrui, mais par l'exercice du commandement. Traduit en d'autres termes, pour être un bon commandant, il faut avoir commandé. On arrive sur plusieurs problèmes liés à ça. Comment est-ce qu'on commande déjà auparavant si on n'a pas reçu ? Autre problème qui est mis en place avec cette question de la science militaire, c'est la question de les principes d'autrui servent à quoi ? On a des traités qui nous sont revenus, on a des ensembles de cas pratiques en quelque sorte de si tu cherches sur la discipline, regarde tel exemple, il a fait telle chose. À quoi est-ce que ça nous sert si les livres ne servent à rien ? L'expérience est supérieure au livre. L'apprentissage se fait par le commandement direct. Cet apprentissage qui se fait par le commandement direct, ça ne va pas être le commandement d'une légion. Par contre, vous pouvez commander en étant un tribun militaire. Vous êtes un praefectus equitum, vous pouvez commander aussi. Vous êtes un légat, vous pouvez commander et vous apprenez à commander. Concernant Pompée, puisque le cas de Pompée était mis en avant, la meilleure expérience qui se trouve sur le terrain, Pompée, un peu plus loin, c'est rappelé par Cicéron. Pompée, incroyable, il aurait commandé sous son père, il aurait levé une armée pour Sylla alors qu'il avait juste 23 ans. Bref, il a fait l'expérience, lui, de ce que c'était commander l'armée romaine. C'est pour ça qu'il faut lui donner tous ses pouvoirs étendus, tous ses pouvoirs extraordinaires. Le dernier extrait, c'est un extrait de Sallust. C'est un extrait de Sallust qui va qualifier, c'est des mots qui sont placés dans la bouche de Marius, où des nobles, des personnes qui sont d'illustre naissance, critiquent sa naissance un peu plus modeste. Mais il explique que lui, sa naissance modeste, c'est pas un problème, parce que lui, il s'est battu, il a fait preuve de courage au combat, il a été noble par le courage, comme les ancêtres de ceux qui le critiquent, qui se sont distingués précédemment sur les champs de bataille. Cette science de la guerre, vous l'apprenez sur le terrain. Vous l'apprenez sur le terrain, vous avez une proximité avec les soldats. D'ailleurs, Marius est mis particulièrement en avant pour ça. Il commande ses armées, mais il a une proximité certaine avec ses soldats. Il se soucie de leur bien-être matériel, psychologique, il va vivre avec eux, il va manger avec eux. Et d'ailleurs, dans le texte de Sallust, Marius est à mettre en parallèle avec les commandants précédents qui menaient la guerre contre Jugurtha, qui étaient licencieux, qui attendaient que tout se passe, que la discipline n'était plus là, etc., etc. Marius rétablit les cadres, pose un cadre ferme, concret, il est proche de ses soldats, et en même temps c'est le commandant par excellence. Cette question de modèle, elle apparaît avec des personnages de façon assez régulière. Mais il serait intéressant de regarder est-ce que ces personnages ont réellement eu une portée. Et est-ce que ces commandants sont tout puissants en tant que tels. Plusieurs extraits nous permettent de parler de ça. Premier extrait, c'est un extrait toujours de Cicéron qui demande à ce qu'on confère un imperium à César. Concrètement, quand vous avez l'imperium, vous avez le droit de faire quoi ? D'après Cicéron, vous avez le droit d'avoir une armée, de faire la guerre, de faire toutes les opérations militaires nécessaires. Vous avez un contrôle absolu sur vos troupes. C'est ce qu'il explique dans son De Legibus. Vous avez une autorité et tout le monde vous doit obéissance. Vous avez un pouvoir absolu. Vous ne rendez des comptes à personne. En vérité, vous rendez des comptes au Sénat. Et le Sénat peut aller extrêmement loin. Vous refusez le triomphe, vous reniez les traités que vous avez passés, vous livrez carrément à l'adversaire. Mais en tout cas, il y a point d'appel contre les ordres du chef. Le commandant apparaît comme étant tout puissant. Polybe, dans son livre 6, explique qu'il disposerait d'une autorité illimitée. On reviendra sur le reste de l'extrait par la suite. Vous allez voir que cette autorité illimitée, au final, ces commandants qui semblent disposer de tout, être capables de tout, c'est un peu plus compliqué. De temps en temps, d'ailleurs, ce commandement va dysfonctionner. Un exemple de ce dysfonctionnement, c'est l'extrait que vous avez juste ici, qui est un extrait de Tite-Live. Je vous pose la situation. On est en 296, deux consuls sont nommés, Lucius Volumnius et Appius Claudius Caecus, le fameux qui a mis en place le système censitaire.
On en a un qui doit aller dans le Samnium mener des opérations, et l'autre mène des opérations en Étrurie. Volumnius se voit affecter le Samnium. La guerre contre les Samnites plus prestigieuse, Volumnius s'en sort bien, il est apprécié, fantastique, tout se passe bien. Il a mené ses opérations, et d'un coup il reçoit une lettre. Cette lettre émanerait de Appius Claudius Caecus, et dit en substance: il faut que tu viennes, ça va être une catastrophe, on va pas s'en sortir, ça va être l'échec, on va enchaîner les défaites. Volumnius ayant fini son travail, il se dit: bon bah, pas de problème, je vais déplacer mes troupes et puis je vais aller voir ce qu'on me demande. Il arrive au camp de Caecus, Caecus le reçoit, il lui dit: mais en fait je t'ai jamais rien envoyé. Je t'ai jamais rien envoyé, je sais même pas pourquoi tu es là. Ils se disputent et Volumnius dit: tu m'as rien envoyé, c'est pas toi, c'est personne et autres. Il n'y a pas de problème, je prends mes troupes et je m'en vais. Les officiers de Caecus disent: ah non, faut surtout pas. Et cet extrait nous raconte en substance une chose, c'est comment est-ce qu'il tente de convaincre Volumnius de surtout pas partir. Que cette lettre ait été envoyée par des officiers, qu'elle ait existé ou non, qu'elle ait été envoyée par Appius Claudius Caecus, peu importe. Ce qui est certain, c'est qu'on a deux commandants qui sont présents, l'un censé venir aider l'autre, il y a une dispute entre les deux. Les officiers expliquent: si tu pars, Volumnius, c'est pas compliqué, on va perdre, puisqu'il n'est pas très bon, Caecus, mais non seulement on va perdre, mais en plus ce sera ta faute. Parce que toi, tu étais au courant qu'il y avait un problème, et t'es pas resté. Au final, Volumnius va rester sur place, ils vont mener des opérations ensemble, et ces opérations vont bien se passer. Néanmoins, on a un premier dysfonctionnement. C'est cette question d'entente entre des commandants, qui sont de même rang, deux consuls. Qui doit avoir la primeur sur l'autre? Parfois, les conséquences sont beaucoup plus funestes. Conséquence beaucoup plus funeste, vous la connaissez, c'est la bataille dont on parle pratiquement toujours parmi les grandes défaites romaines, c'est la bataille de Cannes. Parmi les choses qu'exploite Hannibal, hormis cette stratégie ou d'enveloppement et autres, parmi les choses qu'exploite Hannibal, il y a le temps et il y a les dysfonctionnements au sein du commandement. Qui commande, qui dirige? Vous avez deux consuls qui sont sur place, qui doit prendre l'avantage sur l'autre? On a des proconsuls, qu'est-ce que font les proconsuls à côté? Il y a toute une discussion, tout un débat autour d'une problématique dans le commandement militaire romain, c'est la question du summum imperium auspiciumque. Qui détient en fait l'imperium au-dessus des autres? On ne va pas en débattre là puisque ce serait extrêmement long, mais c'est qui au final doit diriger au sein d'une bataille. Apparemment, Hannibal aurait exploité cette faiblesse. C'est ce qui est relayé dans une des sources. La défaite est assez traumatisante, 45 000 morts, conséquences énormes, on a 80 sénateurs qui meurent, je vous passe sur le nombre d'officiers qui meurent. Autre défaite importante, on a les Cimbres et les Teutons qui sont en train de se faire un périple à travers les Gaules et à travers l'Europe, et survient la bataille d'Arosio. Donc la bataille d'Orange, on est en 105. On va avoir une défaite qui va donner, les chiffres sont extrêmement flous, variables, on a entre 80 et 120 000 morts. C'est toujours très confus. Ce qu'on retient par contre, ce que l'historiographie antique retient de cette bataille, c'est pas le nombre de morts, c'est le fait que les commandants n'étaient pas capables de se mettre d'accord. Plusieurs choses sont avancées. Est-ce qu'il y a eu des désaccords en raison de la question justement de cet impérium supérieur de l'un ou de l'autre? Et il y a une autre question qui est liée à ça. Si vous regardez, vous avez Cneius Manlius Maximus qui se retrouve face à Quintus Servilius Caepio, deux profils différents. On a un consul qui est un homo novus, qui est un tout nouvellement entré dans la noblesse, dans l'aristocratie romaine, et à l'inverse, vous avez Quintus Servilius Caepio qui lui est un proconsul, mais qui est un proconsul issu de la noblesse. Ce qu'on appelle la nobilitas. Et d'après nos sources, une des choses qu'il y aurait dans la querelle, c'est en substance, tu ne me donnes pas d'ordre parce que tu es de moins bonne naissance que moi. Mais si, j'ai le meilleur impérium que toi. Ouais, mais ça ne m'intéresse pas. Le résultat est que ça cause la défaite d'Orange. Quand le commandement romain dysfonctionne, ça peut être de la simple affaire de la lettre de 296 à des défaites qui sont particulièrement importantes. Et ces défauts du commandement, on les connaît pour toutes les grandes défaites romaines. Il y a des défaites où, je vous ai expliqué avant, il y a la question du poulet sacré qu'on va jeter à l'eau en disant il aura qu'à l'avoir fait la prochaine fois, et là il va avoir soif. C'est une défaite. Varius qui ne s'assure pas de la loyauté des personnes plus tard sous l'Empire, qui ne fait pas de la reconnaissance qu'un bon administrateur, mais tacticien apparemment très faible, c'est une défaite aussi.
le commandement tire quand même sa part dans pas mal de défaites. Vous avez un commandant à un moment donné qui se retrouve responsable de la flotte. Les officiers lui disent peut-être pas aller en mer là, c'est peut-être vraiment pas le bon plan. Et il dit on y va quand même, il perd les 2 tiers de sa flotte à cause d'une tempête. Dès lors, dès qu'il y a une faillite du commandement, il est intéressant de se poser une question, c'est qu'est-ce qui va prendre le relais? Assez rapidement, je vous replonge dans un contexte, on est durant la période de la conjuration de Catilina, on est en 62. Vous avez Catilina qui est en train de mener son coup de force sur Rome, il est en train de disposer son armée, et en face, le consul présent dispose son armée, commence à voir un petit peu tout ça, et se dit c'est peut-être pas top. Et puis, je vais quand même mener la bataille. Ce consul s'appelle Caius Antonius Subrida. C'est l'oncle de Marc-Antoine. Et Caius Antonius Subrida, alors qu'il se prépare à mener sa bataille, il a mal. Il a mal, il souffre de la goutte, il ne peut pas aller se battre. Il ne peut pas aller se battre. Et comme l'explique Sallust à la fin de son extrait, il confie à son légat Petreius le commandement de l'armée. On pourrait se dire, c'est dangereux, le destin de la République est là. Mais il dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas bien là, je souffre d'une crise de goutte. Par contre, Petreius, c'est quelqu'un d'aguerri. C'est quelqu'un qui a été tribun militaire, c'est quelqu'un qui a été préfet, qui a été légat, qui a été prêteur. Enfin, il connaît les soldats par leur nom. Bref, c'est quelqu'un de fantastique. Et puis, la bataille va se mener. Et naturellement, le destin, on le connaît. Catilina va décider au cours de cette bataille. Petreius va l'emporter. Dio Cassius nous apporte une information très intéressante sur ce problème de goutte. Notre commandant aurait menti. Il aurait feint d'être malade, en fait. Ce qui, d'un côté, là, on est dans la supposition, mais placez-vous à la place de Caius Antonius Subrida. Vous êtes là pour mener la bataille du sort de la République. Vous perdez, mais vous êtes en vie, ça veut dire que vous êtes à la merci de celui qui va être le grand gagnant de toute cette histoire. Est-ce qu'il ne serait pas temps de ne pas prendre position et de juste retourner dans sa tente? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a été malade, il ne participe pas à la bataille. Que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, on arrive sur le légat qui prend le relais. Et ce légat va remporter glorieusement la victoire, et bien entendu, nos sources vont relayer que celui qui a gagné, c'est Antonius. Je vous rappelle, un légat n'est pas celui qui gagne. Celui qui gagne, c'est le commandant. Ce sont des commandants en second. Ils reçoivent une partie de l'autorité, ils mènent des batailles, parfois des batailles très prestigieuses, mais ils sont secondaires. Ce ne sont pas les personnages les plus prioritaires. Pour terminer un petit peu tout ça, 3 petites choses. Commander l'armée romaine, il faut bien que vous ayez conscience d'une chose, c'est une question de rapport de force en permanence. C'est la permanence des rapports de force qui existaient déjà dans la société civile. Dans les histoires de Polybe, il écrit que Rome c'est le régime le plus parfait parce que il y a des éléments un peu monarchiques, il y a des éléments un peu aristocratiques et il y a un peu de démocratie avec les consuls, le Sénat et le peuple. Tout ça on va les retrouver un petit peu plus loin chez Polybe. Juste avant, je vous ai lu un extrait, je vous disais, on reviendra dessus. Quand le consul est investi des pouvoirs que je dis, entre en campagne, il dispose apparemment d'une autorité illimitée pour mener l'entreprise à son terme. Polybe juste derrière, mais il a besoin aussi du peuple et du Sénat sans lesquels il lui serait impossible d'y parvenir. Traduit en d'autres termes, vos magistrats que vous avez élus dans la société civile, qui deviennent des commandants lorsqu'ils entrent en guerre et autres, on va retrouver la permanence des mêmes rapports de force. Dans la suite de l'extrait, Polybe explique sans le Sénat, il ne peut pas avoir de ravitaillement, sans le peuple, il ne peut pas y avoir l'adhésion à la guerre, etc. Mais cette relation, ce rapport de force peut aller extrêmement loin. Alors que vous avez des commandants qui sont en train de mobiliser leurs troupes, on a dans les périocaïs de Tite-Live, c'est-à-dire des résumés des œuvres de Tite-Live qu'on aurait pu, on a des commandants qui, alors qu'ils ne sont pas entrés avec un impérium militaire encore, qui sont juste à l'opération de « je vais lever une armée », se font mettre en prison. Pourquoi ? À chaque fois, c'est les tribuns de la plèbe. L'un voulant exempter, des tribuns de la plèbe qui voulaient chacun exempter 10 soldats, ils n'y arrivent pas, donc ils mettent les consuls en prison. Sur l'extrait de 48, vous avez 2 consuls qui effectuent une levée qui est dite avec une certaine sévérité,
qui fait de cadeaux à personne, c'est-à-dire que certains demandent des exemptions exceptionnelles, ils disent non, il n'y a pas d'exemption. Et ben, c'est pas compliqué, ils font mettre aussi en prison. Le rapport de force reste présent tout au long. Parfois, ça va extrêmement loin, puisque certains commandements sont remis en cause. Certains commandements sont remis en cause, c'est dénoncé, vous avez personne qui est au-dessus des lois. Dans les débuts de la République, on peut estimer qu'un commandant, un consul, dispose d'une autorité dont on ne peut pas remettre en cause. C'est particulièrement étonnant d'ailleurs quand on commence à remettre en cause l'autorité d'un commandant, encore plus quand c'est un impérator, comme c'est décrit dans le premier extrait que vous avez à droite. À gauche, pardon. À côté de ça, il ne faut pas oublier dans la question des rapports de force et de ces commandements qui sont mis en cause, il faut que les soldats puissent se fier à vous. Si les soldats ne peuvent pas se fier à vous, on arrive sur des relations qui sont parfois tendues. Vous allez avoir des mutineries, vous allez avoir des soldats qui s'en vont, qui désertent. En période des guerres civiles qui ne nous concernent pas, mais les guerres civiles de la fin de la République, parfois c'est tout simplement des légions qui changent de camp directement. Convaincus, que ce soit avec l'aide de déserteurs ou pas, des gens infiltrés ou pas, peu importe. Si on a des défections aussi nombreuses, c'est qu'il y a des raisons de ne pas avoir confiance en la personne. Ces relations sont parfois tendues. On a un bon exemple qui nous est donné dans Tite 41. Vous avez un commandant qui vient tout fraîchement d'être élu, qui ne souhaite pas la démobilisation de son armée, il souhaite tout de suite partir en campagne. Il se rend directement au camp, il accélère le tout, il reproche des tas de choses à la personne qui dirigeait auparavant. Il arrive sur place, il nous est dit, sans avoir prononcé les vœux dans le Capitole et serait sorti en costume précédé par les licteurs, etc. Bref, il n'aurait pas fait tout ça. Il débarque devant l'officier qui est responsable du camp en commençant à s'énerver, en commençant à sufférer contre le commandant précédent et autres. La personne qui est devant lui dit « tu entres pas ». Je suis consul de Rome. Oui, mais en fait, t'as pas fait tes vœux sur le Capitole, t'as pas tenu propriété, tu entres pas. Pourtant, on est face à la plus haute autorité militaire, mais il entre pas. Les relations sont parfois extrêmement tendues, encore plus quand il vient de dénigrer le commandant précédent, qui était probablement apprécié par ses hommes. Il y a une critique qui se fait au niveau des résultats. Vous êtes un commandant trop timide, trop prudent, on va nommer quelqu'un en plus pour vous suppléer de force, ou on va vous remplacer, ou autre. Là, vous avez un extrait qui nous vient des guerres puniques, vous avez un dictateur, qui est Quintus Fabius Maximus Cunctator. Quintus Fabius Maximus Cunctator est nommé après la défaite de Trasimène. Il est nommé dictateur, et lui, il a une approche un peu différente. Cunctator, ça signifie le temporisateur. En fait, il se dit, depuis le début, on prend raclée sur raclée face à Hannibal. On va y aller doucement. On va pas l'attaquer quand il veut qu'on l'attaque. On va pas on va pas le laisser choisir le terrain. On va temporiser. Le but, c'est pas qu'on enchaîne une autre défaite et qu'on soit détruite. Sauf que son attitude est considérée comme trop timide. Et son maître de cavalerie, qui est Minucius Rufus, lui, on le trouve un peu moins timide. Il mène des actions un peu plus d'éclat, il se distingue un peu plus. Qu'est-ce qu'on va faire ? On critique les résultats de Cunctator et on nomme un deuxième dictateur en même temps. Chose extrêmement rare. Je vous rappelle qu'un dictateur, normalement, il n'y en a qu'un seul, nommé pour une période limitée, il faut sauver la République, etc., etc. Là, on va avoir deux dictateurs. À qui revient le pouvoir ? Alors, ils vont mettre en place apparemment un système où le pouvoir va tourner, et autres. Mais on a une critique des résultats qui est faite. Cette critique des résultats, elle peut se faire lors d'un discours au Sénat. Vous avez Cicéron qui, là c'est au cours d'un tribunal, critique un proconsul pour sa gestion de sa province, gestion qu'il estime particulièrement calamiteuse, une gestion qu'il estime particulièrement désastreuse, ça a fait couler du sang inutilement pour la cupidité, quelque chose d'impie, etc. Et lui, il lâche à ce Caius Ninius Caluentius, d'ailleurs en rappelant Caluentius qu'il est d'origine pas très noble, et puis dans sa famille, il y a des gens qui sont marchands gaulois, donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, etc. En le renvoyant à ses origines, il lui dit « Tu es le plus déprécié des dieux et le plus détestable des généraux. »
On peut faire une critique sur la compétence aussi. Je vous ai expliqué qu'avant, on avait critiqué les compétences de Appius Claudius Caecus. Il y a une critique sur la compétence qui est faite aussi par le Sénat sur des possibilités, on va dire, de mener une guerre. Il est dit d'une personne, alors qu'on a une révolte qui se produit. En l'occurrence, c'est Quintus Cutius Catulus qui se dit « c'est parti, c'est moi qui vais aller sauver la République, on est parti, on est en forme, etc. » Lui dit « non, surtout pas. T'es très très bien pour gérer Rome. Mon gratte-papier, ça te va très bien. On va nommer quelqu'un d'autre par contre pour cette révolte. Et on va nommer Pompée à la place. » Quelque chose d'extrêmement difficile. On critique directement la compétence du magistrat et on crée quelqu'un, on va donner à quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette affaire, on va lui donner les pouvoirs pour mener et pour détruire cette révolte. En l'occurrence, un point assez intéressant, Quintus Cutius Catulus tentera de prendre sa revanche un peu plus tard, lorsqu'on cherche à attribuer des pouvoirs étendus à Pompée, notamment la question des 15 légats et autres. C'est Quintus Cutius Catulus qui va se lever et qui va dire moi je propose qu'on ne donne pas des légats mais qu'on donne d'autres pro-magistrats. Comme ça, il n'a pas tout le pouvoir pour lui et il est obligé de le déléguer. Ça ne marchera pas, mais il va quand même marquer une réelle opposition, critiquant également la compétence de Pompée. Tout ça pourquoi ? Pourquoi commander l'armée romaine ? Au final, c'est encore à Cicéron qu'on doit un petit peu les mots qui vont conclure un petit peu tout ça. La gloire militaire efface toutes les autres. C'est la gloire militaire qui porte au-dessus de tout. N'oubliez pas que ce sont des hommes comme les autres, ces commandants. Ce ne sont pas des surhommes, on les idéalise très souvent en imaginant quelqu'un qui arrive à prendre des décisions avec ses plusieurs légions, etc. Je vous rappelle que c'est des milliers d'hommes. Je pense qu'en donnant un ordre, il ne se fait pas entendre de tout le monde. On les idéalise très souvent, mais ça reste une aristocratie qui cherche à récupérer de la gloire militaire dans le cadre d'une compétition aristocratique. Cette recherche est particulièrement importante. La gloire militaire, c'est celle qui surpasse toutes les autres. Ce livre le rappelle assez bien. Si vous êtes nommé et autres, partez directement en opération. Allez chercher cette gloire militaire. Si vous êtes à la traîne et autres, ça ne sert à rien. Si d'autres l'ont eu, ça ne sert à rien d'aller vaincre une énième fois un peuple qui a déjà été vaincu. Commander l'armée romaine, c'est des questions de compétition aristocratique aussi. Ce pas des questions qui sortent de nulle part. Je peux conclure un petit peu sur tout ça. Vous êtes, quand on parle de commander l'armée romaine sur la République, on est sur un système qui est en évolution. On passe des consuls, de 2 consuls qui lèvent 2 légions chaque année, qui démobilisent à un système beaucoup plus complexe, presque professionnel. Ces légions qui sont levées continuent à être levées. Mais l'armée commence à se transformer petit à petit, au fur et à mesure des combats. Je vous ai expliqué, on a ajouté des nouvelles divisions dans notre armée. Alors il y a eu la manipule, puis ensuite il y a eu la cohorte. Tout ça va changer le commandement, on va le transformer. Petit à petit, vous allez aussi avoir un territoire de plus en plus étendu. Vos 2 consuls vont plus suffire. Donc Rome va être en quête permanente de comment est-ce que je peux gérer mon territoire, gérer mes armées, alors que j'ai 2 consuls. Ils vont créer dans un premier temps des pro-magistrats, ils vont se dire c'est peut-être pas la bonne solution, ils vont donner à des privés l'imperium, ils se disent c'est pas la bonne solution, on va revenir sur les magistrats, et à la fin ils terminent avec des commandements extraordinaires en ayant gardé un petit peu toutes les structures en même temps. Il y a une quête permanente sur commander l'armée romaine, qui est ce qu'on met à la tête de ces armées. C'est une cité-État qui a des commandants qui vont les diriger. Ces commandants ils obéissent à une logique de compétition aristocratique tout à fait classique. Mais surtout, on a une structure qui est toujours trop petite. C'est une structure de cité-État pour un empire. Et les commandants, en fait, sont au milieu de tout ça. Je vous remercie. Je vous laisse avec notre César qui découvre une nouvelle tactique pour passer le siège, mettre un homme dans une catapulte et l'envoyer par-dessus la muraille. Si vous avez des questions,
Oui. Déjà, merci à vous pour cette conférence. J'avais juste une question pour précisément parce que je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris la différence entre l'armée de type canicule et le type optique. Alors, l'armée de type hoplitique, c'est l'armée que l'on retrouve dans les cités grecques. C'est l'armée hoplitique classique, c'est des lignes, des phalanges d'hoplites. Sauf que face aux samnites et face à certaines populations, il est impossible de combattre avec ce type d'armée. Ça nécessite généralement des batailles ouvertes, c'est pas ce qui va se prêter par exemple pour une embuscade ou une escarmouche. Dès lors, on va commencer à changer complètement la structure. On va commencer à abandonner l'équipement hoplitique et on va commencer à adopter l'équipement que notamment les samnites avaient. On va créer une division plus petite au sein de la Légion romaine afin de pouvoir mieux combattre les samnites. Il faut bien penser que l'armée romaine, elle tire le meilleur de l'ensemble de ses ennemis. C'est-à-dire que chaque ennemi va lui apporter quelque chose. On va constater que les Gaulois sont particulièrement intéressants avec leur cavalerie, pas de souci. On va récupérer, dès qu'on aura conquis, les Gaulois vont faire de la cavalerie légère et autres. On a des archers crétois, des frondeurs, des baléares qui sont particulièrement intéressants, pas de problème, on récupère tout ça et on en utilise. À chaque fois, ils vont assimiler ce qui leur paraît le plus intéressant. On part d'une armée qui paraît extrêmement rudimentaire avec cette question hoplitique, donc juste des phalanges de soldats qui avancent et autres, à une armée quand même qui va se construire et qui va avoir un équipement beaucoup plus évolué, une logistique beaucoup plus évoluée. Non. Si on est bon pour le reste. Ça m'a l'air d'être bon. Tu veux faire la course? Du coup, merci beaucoup pour cette conférence passionnante. J'espère que ça vous a plu aussi. Vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube si vous voulez pouvoir revoir des passages. Les autres conférences du cycle sont aussi sur la chaîne. Donc pareil, vous pouvez les voir quand vous voulez. Et la prochaine a lieu un mercredi soir dans le cadre des Nocturnes de l'Histoire. Il y aura une double conférence. Je ne sais plus les thèmes, mais ils sont écrits quelque part. Voilà, la guerre irrégulière et les cryptoïdes spartiates. Donc voilà, on vous donne rendez-vous, vous retrouverez le programme sur nos réseaux sociaux. Et voilà, très bonne soirée à tous.